Salut Internet, comment va? Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture, qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers aux folles histoires. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rocambolesques, ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immerser dans une nouvelle culture, un nouvel environnement, de changer de mode de vie, bref, l'aventure internationale. Voici donc mon interview avec Rami, un ami d'enfance qui est parti vivre 1 an en Thaïlande entre 2016 et 2017. Désolé d'avance pour la moins bonne qualité de son, mais on est en confinement et on fait ce qu'on peut. Je te laisse donc mettre tes écouteurs, laisser ton téléphone dans ta poche et vaguer à tes occupations. C'est donc parti, Let's Talk Venture with Rami. Alors, Rami. Bonjour Tony. Ouais, très bien, et toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors oui, donc je m'appelle Rami Chahit, j'ai 26 ans. Voilà, c'est déjà pas mal. Je travaille aujourd'hui, j'ai un diplôme d'ingénieur et donc je travaille dans l'IT. Voilà, pour une banque française. Ouais. Et on se connaît. Comment on se connaît? C'est ça, alors on se connaît de l'enfance. On a tous les deux grandi dans la même ville, donc à Marne-la-Vallée, dans le 77. Puis bah écoute, on était au collège ensemble. Puis bah voilà, on se connaît de là, quoi. Ouais. Ça fait un bon début. Et du coup, on avait parlé de ça, mais vraiment très très brièvement quand on s'était revus plus tard chez des potes, mais t'es parti en Thaïlande. Tout à fait, ouais, j'ai eu la chance de partir en Thaïlande pour un peu plus d'1 an, pour y passer un diplôme. Donc en fait, j'ai un master thaïlandais de computer science. Voilà. Mais en fait, c'est très drôle l'appellation du truc. J'ai un diplôme thaïlandais. Et en général, tu vois, tu t'attends pas à prononcer le truc comme ça. J'ai fait un échange en Thaïlande et tout. Mais là, dire j'ai un diplôme, mais made in Thaïlande, c'est... Ah bah, mais je suis parti pour un diplôme, c'est tout à fait ça. Donc j'ai mon titre d'ingénieur français, donc j'ai un diplôme d'ingénieur français. Et ouais. J'ai un master thaïlandais. D'accord, ok. Et ça, c'était quand? Et ça, c'était en 2016, si je dis pas de bêtises, entre 2015 et 2016. D'accord, donc tu y es resté 1 an. C'est ça. Ouais. C'était comment? Écoute, c'était super. Alors, c'est assez large, il faut déjà... Alors, pourquoi la Thaïlande? On peut se poser la question. Bon, je vais rentrer là-dedans, je vais prendre quelques minutes, ça ne te dérange pas. Donc, en gros, voilà, j'ai toujours apprécié l'Asie, on va dire. Bon, j'ai découvert ça comme la plupart de mes amis avec les mangas. Voilà, ça passait à la télé, Dragon Ball Z, des trucs comme ça. Je me suis passionné pour le Japon. Après, je me suis passionné pour un peu le reste, j'ai découvert aussi la Corée via les films. Puis après, je suis entré en école d'ingé. Et j'ai eu la chance de faire un premier stage en Chine. Donc j'ai fait un stage de 2 mois en Chine. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est super. L'Asie, c'est un monde complètement à part. J'avais eu l'occasion de voyager, mais j'ai plutôt voyagé en Europe jusqu'à présent. Et le fait de partir comme ça en Asie, je me dis, ouais, ça change complètement. C'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de vivre. J'ai jamais vécu ça. J'ai envie d'en voir plus. Donc, il s'avère que quand tu es en 3e année d'école d'ingénieur, en fait, on te demande de faire un stage ou un échange à l'étranger. Donc, généralement, c'est sur une période de 6 mois. C'est souvent un semestre. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, plutôt même transformer ça et partir pour faire un double diplôme. Donc, avoir un diplôme en Asie. Puis la question s'est posée, en fait, donc j'étais dans une école d'ingénieur et j'avais des partenariats, et j'avais des partenariats avec pas tous les pays, pas toutes les universités, comme tu t'en doutes. Il y avait qu'une petite poignée en Asie, je crois qu'il y avait 5 partenariats qui proposaient cet échange-là, ce diplôme. Et donc j'ai regardé tout simplement les cursus. C'est pas du tout les pays ou la ville qui m'a attiré, j'ai d'abord regardé les cursus, parce que je me suis quand même dit, bon, si j'y vais, ça veut dire que je vais quand même devoir bosser un peu. Il faut que ce soit quelque chose qui me plaise un minimum. Et donc en Thaïlande, ils proposaient un cursus de Computer Science and Information Management, donc c'est ingénieur en informatique, mais avec une dominance sur tout ce qui est traitement de la donnée. Et ça m'intéressait, c'était quelque chose qui me plaisait, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va partir en Thaïlande. Et puis voilà, ça s'est décidé comme ça. Alors j'avais jamais été en Thaïlande, je connaissais pas du tout la Thaïlande. On m'avait très peu parlé de la Thaïlande, alors bien évidemment j'avais
j'ai vu tous les reportages qu'il y a sur Arte, les trucs comme ça, les plages paradisiaques et autres, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va bien voir ce que ça va donner. Puis bah voilà, je suis parti en Thaïlande. Et effectivement, bah, j'ai pas été déçu. Alors, bon alors déjà, avant le départ, il fallait déjà annoncer ça à mes parents. C'est un peu compliqué, vous voyez. Comme sur votre mère, vous lui dites, bon, salut maman, je vais partir une année en Thaïlande, à la prochaine. Elle n'était pas trop rassurée. Alors, heureusement, j'étais déjà parti en Chine, j'avais déjà fait un petit stage là-bas de 2 mois. Donc bon, elle avait vu que ça s'était plutôt bien passé, donc du coup elle n'était pas trop inquiète. N'empêche que partir un an comme ça, à nouveau dans un pays où elle, voilà, elle n'a pas eu l'occasion de voyager en Asie et autres, elle ne se sentait pas rassurée. Du coup, le compromis qu'on a pu trouver, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est parti en Thaïlande avant le début de mes études. Donc on est parti passer des vacances en Thaïlande, et là où mes parents sont rentrés, moi je suis resté sur place, parce que bah, du coup mon année universitaire commençait. Donc ça, c'était le compromis, c'était un moyen de rassurer ma mère, et ça a très bien fonctionné. Elle était agréablement surprise par la Thaïlande, elle s'est sentie rassurée, en sécurité. Alors c'est vrai, je me souviens quand je lui ai dit, elle était partie chercher sur Google, Thaïlande, elle avait regardé les trucs, elle me disait mais attends, il y a une monarchie là-bas, c'est pas les militaires au pouvoir, qu'est-ce qui va t'arriver, machin. Donc ouais, elle était un peu en panique, et franchement, ça lui a fait du bien de découvrir le pays avec moi. Ça l'a rassurée. Alors, ils sont restés quoi? Ils sont restés 2 semaines, je crois, en Thaïlande. Ouais. Et ouais, non, ça a grandement rassuré mes parents. Moi, ça m'a grandement aidé. Ça m'a aussi donné un peu plus confiance. Parce que du coup, bah voilà, j'ai pas direct commencé avec les cours à l'université. Non, j'avais eu le temps de un peu, voilà, me profiter du. Alors, c'est complètement différent. Vous allez voir que la vie universitaire et la vie touristique, c'est pas la même chose. Même si parfois on arrive à concilier les deux. Donc ouais, au début c'était vraiment touriste à fond, donc on a fait un petit tour de la Thaïlande, on est arrivé à Bangkok. Alors sur la Thaïlande à proprement parler, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un pays qui est assez grand. Bon, je parle pas de la Russie, mais bon, il est quand même il est assez large, et puis surtout il a une grande latitude entre le nord et le sud. T'as beaucoup de climats différents, t'as beaucoup de paysages différents, t'as beaucoup de régions qui sont complètement différentes. T'as le nord, c'est plutôt montagneux, t'as des jungles un peu humides, tropicales, c'est assez impressionnant, c'est toute une ambiance particulière. T'as le centre de la Thaïlande, et notamment Bangkok, la capitale, qui là n'a rien à voir avec le reste de la Thaïlande. Bangkok, c'est une mégalopole complètement folle. C'est un monde à part, je sais pas c'est combien de millions d'habitants, mais c'est impressionnant quand il va. Côté Paris, c'est que dalle, quoi. Enfin, Ouais. j'étais choqué, quoi. Et après, t'as le sud de la Thaïlande qui est là, bah, là aussi complètement différent. Là, c'est plutôt des plages, du sable, des îles paradisiaques, beaucoup d'îles. Hein, il y a pas mal d'îles. Alors, c'est pas les Philippines, c'est pas l'Indonésie, mais c'en est très proche, c'est dans le même coin. Et voilà, et ça, c'est des environnements complètement différents, et, qui font plaisir à voir, à découvrir, parce qu'en fait, bah, on peut choisir un peu là où on va, on peut choisir le paysage sans quitter le pays. On a toute une multitude d'expériences qui s'ouvrent à nous. Donc voilà, donc ça c'était la première étape, c'était une petite découverte du pays. Voilà, alors d'abord avec mes parents, puis après seul. On s'est séparés à un moment où ils sont partis, ils sont restés dans le sud. Moi j'ai décidé de faire tout le nord pour découvrir ça, donc ça aussi c'était très 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 drôle. Et après bah, venait le temps de la séparation, donc eux sont rentrés en France, et puis bah, moi je suis resté pour débuter mon cursus universitaire. D'accord. Alors l'université en Thaïlande, bah, c'est aussi très sympa. Alors il faut savoir que c'était pas une université thaïlandaise, c'était pas une université où les cours étaient en thaïlandais, c'était ce qu'on appelait l'Asian Institute of Technology, donc AIT, tout simplement l'Institut de technologie asiatique, quoi. C'est une université qui regroupe bah, tout un tas de nationalités. En fait, tous les cours sont en anglais, il n'y a pas de cours en thaï, hein, tout est fait en anglais. Et on va retrouver notamment bah, tous les pays d'Asie. Donc on va retrouver Chine, Japon, Corée, Vietnam, Laos, Philippines, Indonésie, Inde, Afghanistan, Népal. Enfin bref, c'était impressionnant. J'avais des amis de partout dans l'Asie. Et moi j'étais là, le petit français. Voilà, donc bon, alors, c'est assez drôle parce qu'en vrai, vu que tout le monde vient d'un peu partout, on est tous un peu perdus au début. Donc on se fait très vite des potes. Alors il y a quand même quelques Thaïs qui eux, bah, voilà, c'est leur pays, ils connaissent et autres, mais sinon la plupart des gens aussi venaient là pour la première fois, ils découvraient les trucs, donc voilà, c'était assez facile de se faire des amis sur les premières semaines. Et donc bah, on est parti comme ça. Alors quand on commence la fac, ce qui est très drôle déjà, par contre on commence, il y a la loterie des appartements. Il s'avère que sur le campus, Non. Il y a des appartements. Et il y en a un nombre limité. Et alors ce qui est très très drôle, c'est qu'en plus il y a des catégories d'appartements.
Ouais. Ils sont pas tous logés à la même enseigne. Oh merde. En gros, si t'as vraiment pas de chance, tu vas te retrouver avec l'appartement sans climatiseur. Et crois-moi, tu ne veux pas être sans climatiseur en Thaïlande. Donc le premier jour, tu fais une loterie en fait, voilà. Donc Ouais. tu viens, ils vont tirer des numéros, et puis si t'as de la chance, tu vas avoir un appartement sympa. Si t'en as moins, t'auras moins de chance. Faut savoir que moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu le super appartement. Enfin, super appartement. Ça reste une chambre étudiante, hein, c'est juste une chambre. C'est dans des appartements, en fait, c'est 2 chambres, une cuisine. La cuisine est partagée, donc on est avec un autre étudiant. Cuisine, salle de bain partagée, puis on a chacun notre chambre. Point important, il n'y avait pas l'eau chaude. Donc là, c'était Ouais. voilà, premier point auquel je m'attendais pas trop, il n'y avait pas d'eau chaude. Alors en fait, l'eau chaude, ça existe, hein, il y en a en Thaïlande, on en trouve, mais c'est pas obligatoire. En fait, il fait déjà très très chaud, et l'eau qui sort dans la douche, elle est déjà assez tiède, et du coup, voilà, eux, ils ont appris sur le campus, voilà, on faisait tout avec de l'eau tiède. Bon, j'avoue que les premières semaines, c'était un peu compliqué, il fallait s'habituer, mais voilà, une fois qu'on a pris le pas, il n'y a plus du tout de soucis. Mm. Alors bien évidemment, sinon il y avait les chambres étudiantes en dehors du campus, mais bon, c'était plus sympa quand même d'être sur le campus. Donc voilà, donc il y a eu les distributions des chambres, puis après il y a eu les cours, donc des trucs assez classiques. Donc j'avais des cours, c'était quand même assez rempli, hein, sur une semaine. Je devais avoir, j'avais pris 5 cours sur le premier semestre, donc j'avais 5 cours. Bon, un cours c'est pas grand chose en vrai, c'est quoi, c'est 3 heures par semaine. Non, j'avais à peu près 15 heures de cours par semaine. Donc bon, ça laissait le temps de s'organiser. Ah oui, oui. Il y en avait pas mal qui avaient essayé de faire en sorte qu'ils aient des cours pour libérer des week-ends plus longs. Ouais. Moi j'avais d'abord choisi les cours pour ce que c'était, parce que je savais que j'allais rester un an et que j'allais avoir le temps d'explorer. Alors en fait, il y avait d'autres Européens par exemple avec nous, mais souvent ils étaient là en semestre. Donc en fait, ils savaient qu'ils restaient là pas trop longtemps, et souvent d'ailleurs ils n'allaient pas souvent en cours. Donc attention, si vous allez dans cette université, essayez de suivre les cours, je vous invite à faire ça. Bon, après en soi, c'est pas trop grave, hein, ça se passait. Niveau difficulté, les cours étaient plutôt de qualité, ils étaient bien au niveau, hein, il fallait quand même un peu bosser. Je me dis qu'avec un peu de chance, ça allait être facile, pas du tout. Mais bon, ça allait. Alors, le gros avantage, c'est que tout était en anglais, donc ça c'était top, parce que du coup, pas du tout de problème de langue. Et bon, en plus, moi, ça me forçait à me mettre à l'anglais à fond. L'inconvénient, c'est que du coup, je parlais pas trop thaï. Alors, je me suis inscrit à des cours de thaï quand je suis arrivé, c'était très drôle. J'ai fait une petite formation thaï, c'était quoi, une vingtaine d'heures. J'ai pas appris grand chose, mais voilà, je sais me présenter, puis c'est tout. Ouais. Voilà, ça s'arrête D'accord. là. Mais bon, Parce que j'allais te poser la question si jamais il y avait des cours qui étaient disponibles de taille en fait tout du long de l'année. Mais Non, non. en fait, non. Ils font un module apprendre le thaï. Ouais. Et après, tu peux passer en cours de thaïlandais, en vrai module. Le module apprendre le thaï, c'est plutôt un truc formation chez lycée 20 heures. Ils ont fait ça très rapidement, en mode un peu intensif, découverte du truc. Et après, tu pouvais choisir apprendre le thaï, comme un vrai module. Ouais. Mais bon, après généralement, t'as des trucs plus intéressants. En gros, moi, j'y allais plutôt pour les modules en mode data science, data mining, les conneries comme ça. Donc, Ouais. j'ai plutôt choisi ça. Puis j'avais pris le truc, bien évidemment, apprendre les basiques du thaï, on va dire. Ça a bien servi. Et donc voilà, donc l'année s'est très bien passée, hein. J'ai pas eu de soucis majeurs. Alors ce qui est très drôle, c'est que je connaissais pas du tout les calendriers de vacances, donc j'ai eu le temps d'une petite surprise d'apprendre que le week-end, voilà, j'étais en vacances pour 2 semaines. Ah bon. Voilà, donc c'était voilà. Alors, ils l'ont peut-être distribué au début, c'est peut-être moi qui ai pas fait gaffe, mais du coup voilà, c'était tout un petit. Ah bon, là on est en vacances, c'est fini là. Donc ça c'est assez drôle, et puis du coup, vu que j'étais sur place, que j'avais un pied à terre comme on dit. J'ai pas en profité pour pas mal voyager en Thaïlande. Donc j'ai pas mal découvert la Thaïlande, et ça aussi c'était incroyable, quoi. Alors je sais pas sur quoi je peux me lancer. Vas-y. Suis ton flow là, clairement. Ça marche. Je te laisse en Ok, roue libre. ok. Ok. Écoutez, je vais commencer par vous parler des Thaïlandais. On va passer aussi pas mal de temps là-dessus, j'ai l'impression. Les Thaïlandais, ils sont extrêmement sympas. J'ai pas mal d'anecdotes sur tous les services qu'ils ont pu nous rendre et autres. Bon, j'en parlerai plus tard, je pense. Je vais plutôt parler des points sur lesquels il faut faire attention quand vous allez en Thaïlande et quand vous parlez avec les Thaïlandais. Attends, j'ai une question avant. Vas-y. Ton université était où?
Elle était dans la banlieue de Bangkok. Ouais, ça aussi, D'accord. c'est ultra intéressant. Donc, c'était IIT. Alors, c'est une université donc, du coup, d'ingénieurs qui s'est spécialisée dans tout ce qui est gestion des eaux, et c'est plutôt agricole et eau. C'est en gros agroalimentaire et autres. Ouais. Et donc, en fait, on était un campus dans la périphérie de Bangkok, au milieu de la jungle. Donc, il y a la grande ville universitaire de Thammasat, qui est une des plus anciennes universités de Thaïlande. Ça doit être la première ou la deuxième université de Thaïlande, avec Chiukorn, je crois. Bon, t'as Thammasat qui est la grande université thaïlandaise, et juste à côté, t'as IIT, et donc les deux sont en bordure de Bangkok. Ce qui fait qu'on n'est pas loin du tout de Bangkok, mais on n'est pas non plus dans le centre-ville complètement voilà, sous les buildings et autres. Ouais. Alors, pour donner un ordre d'idée, on était à peu près 25 minutes de Bangkok en minivan, parce qu'on faisait tout en minivan. Il y a des taxis, il y a des trains, mais le moyen le plus pratique pour se déplacer en Thaïlande, c'est le minivan. Il n'y a pas photo. Enfin, si vous y allez, je vous conseille ça. C'est le miniman qui était à vous ou que vous louiez ou quelque Non, chose du non, genre? qui partait en fait. En fait, c'est comme un bus. Faut le voir comme un bus. C'est des gens qui ont des compagnies, qui ont des départs un peu partout en Thaïlande et qui achètent un van et qui te font des trajets, des allers-retours en permanence pour que dalle, quoi. Enfin, nous, aller D'accord, à ok. Bangkok, c'était genre 15 bahts. 15 bahts, c'est 20 C'est en centimes, gros, quoi. c'est un taxi, mais dans le format d'un minivan, c'est ça? Ouais, en fait, il part pas. En fait, t'es pas tout seul. En fait, tu montes dans le minivan, il part pas tant qu'il est pas complet. Ah, ok. Bon, en vrai, c'est pas totalement ça. Il part quand je pense qu'il rentre dans ses frais. Donc, généralement, je sais pas quoi, t'as une douzaine de places. Il part quand il y en a au moins 8 dans ces Ouais. trucs-là. Donc, c'est pas toi qui choisis l'heure du départ. Euh, mais voilà, généralement, c'est ce qu'il y a le plus économique et le plus rapide. Puis bah, après, bah, l'avantage, c'est que c'est pas un bus, parce que les bus, ils font des détours, ils prennent pas l'autoroute, c'est un peu galère, ils font plein d'arrêts et autres. Il y avait le train dans l'université, mais c'est un vieux train. Je parlerai aussi un peu des chemins de fer après. C'est pas le bon plan. Ouais. Si un jour vous allez en Thaïlande, alors il y a plusieurs classes de train, un peu comme en France, hein. La première classe, c'est super, c'est impressionnant, mais ça coûte un peu cher. Et les autres classes sont beaucoup moins chères, hein. C'est ce qui est le plus économique, le train. Mais qu'est-ce que c'est long. Il avance tout doucement, le train. C'est un peu frustrant, quoi. Donc du coup, il y avait le train, il y avait les bus, sinon il y avait le minivan. Alors, Ouais. depuis que je suis parti, je crois que le métro s'est approché pas mal. Le BTS, le SkyTrain de Bangkok s'est beaucoup rapproché. À mon époque, il y avait juste des travaux, donc c'était pas possible de prendre ça. Mais voilà, ça c'est le métro de Bangkok, ça c'est super, c'est ultra rapide, ultra classe. Mais on n'y avait pas, donc du coup on n'y avait pas accès, donc du coup on prenait les vannes. Donc si je reviens sur les Thaïlandais, il y a quelques sujets qui sont un peu tabous en Thaïlande, en particulier sur lequel je vais un peu m'attarder, c'est le roi. Comme vous le savez en Thaïlande, enfin, il y a une royauté. Alors moi j'y étais lors du précédent roi qui est mort il y a 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était extrêmement apprécié en Thaïlande, et en fait le roi c'est un sujet qui est assez tabou là-bas sur place. Faut savoir qu'il y a le crime de lèse-majesté qui est en Et le crime Thaïlande. de quoi? Lèse-majesté. En fait, t'as pas le droit de critiquer le roi ou la famille royale. Ah oui, d'accord, ok. Si tu critiques le roi, tu peux aller en prison, tu te prends une amende, enfin bref, ça plaisante zéro. Quand j'y étais, la polémique qu'il y avait, c'était quelqu'un qui avait critiqué le chien du roi et qui se retrouvait embêté pour ça. Et les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère que c'est une attaque au roi parce que enfin, c'est le chien du roi? Est-ce qu'on considère que non, ça passe, etc. Voilà, donc, et ça plaisante pas, hein, ça plaisante zéro. Euh, et tu le ressens. Quand tu parles avec des Thaïlandais, quand tu parles de leur roi, ils vont tout de suite se refermer. Ils vont. Voilà, ça les bloque un peu. Faut que tu évites d'en parler, faut pas que tu le critiques. Alors bon, ouais, généralement, de toute façon, tu vas pas critiquer le roi, tu le connais pas, quoi, mais voilà, c'est un petit point sur lequel il faut faire attention. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont aussi extrêmement dévoués à leur roi. T'as des photos du roi un peu partout dans le pays. T'as les jours du roi, t'as les jours de la reine où ils s'habillent tous de la couleur du roi ou de la couleur de la reine. Donc il y avait des jours où tout le monde est habillé en jaune. Tu le remarques parce que toi t'es le seul qui est pas au courant, tu vois. T'as tout le monde qui a un t-shirt jaune et toi t'es là comme ça et tu te dis mais c'est marrant, tiens, c'est quelle coïncidence. C'est incroyable. Pour après que tu comprennes qu'en fait non, c'est un jour particulier où t'es censé porter la couleur du roi. Ah zut. Euh, donc voilà, c'était un petit. C'est un point sur lequel il faut faire attention si vous rendez en Thaïlande. Voilà, je vous déconseille de critiquer les rois. Bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de raison de le faire, mais bon, on sait jamais. Voilà.
Euh, je sais pas, je pourrais vous parler de tellement de sujets, alors attendez, je Mais réfléchis. vas-y, je te laisse enrouler Je une me blague, lance, je clairement. me lance, je me lance. Je vais vous raconter des petites anecdotes sur... Donc là, Thaïlande, on parlera des paysages juste après. Je vais plutôt vous parler de ce qui m'a le plus plu en Thaïlande et ce qui me manque le plus, c'est la nourriture. Voilà, donc la Oui. Thaïlande, bah, Oui. c'est un régal là-bas, hein. Un délice pour les papilles gustatives. Franchement, on mange des trucs, mais improbables, quoi. Alors attends, je tiens juste à faire du coup le. Je te pose la question tout de suite Vas-y, pour vas-y. voir si ça va diriger tes propos. Toi qui as vécu en Chine, on est d'accord, la bouffe en Chine, elle est pas bonne comparée à la bouffe en Thaïlande Ouais, ou au pas bonne du Cambodge. tout. Ah putain, Il y a des trucs pas mal en Chine, mais ça va beaucoup dépendre des régions où t'es, parce qu'en fait, bah, ouais, il faut savoir que c'est très régional la cuisine en Chine. C'est pas comme ici où on a l'impression que les Chinois font la même chose, parce qu'en fait on mange plutôt cantonais. En Chine, ça va dépendre de là où tu te trouves, ils mangent pas du tout la même chose. Et ouais. selon où tu te trouves, bah, t'as plus ou moins de la chance. Alors qu'en Thaïlande, bah, j'ai l'impression, là où tu vas, t'es content, quoi. Et ouais, non, c'est un vrai régal, hein. Tout ce qui est les wok, les trucs sautés, le fried rice, les pad thai, les currys, mais c'est incroyable, quoi. La richesse de la nourriture en Thaïlande, c'était incroyable. Hmm, Alors, il faut savoir que c'est quand même très très épicé. ouais. La Thaïlande, ça fait partie des pays qui mangent le plus épicé. T'as l'Inde, le Mexique qui mangent pas mal épicé, mais la Thaïlande, ils se font plaisir. Et j'ai pas mal d'anecdotes comme ça. Alors, je l'ai appris à mes dépens, hein, bien évidemment, mais du coup, ils mangent très très épicé. Et donc, je me souviens. Alors, au tout début, en Thaïlande, il y a beaucoup de night market, donc c'est des marchés nocturnes ou même des marchés de jour où il y a des vendeurs ambulants qui ont leurs petites caisses, qui font cuire des brochettes, qui font de la nourriture et autres. C'est vrai qu'au début, j'étais pas très très rassuré parce que tu dis, bah, je sais pas, niveau hygiène, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qui va m'arriver et autres. Et donc, ce que je m'étais dit, c'est que pour commencer, j'allais plutôt faire que des restos pour que je m'habitue un peu, on va dire, voilà, à tout ce qui est épices, à tout ce qui est nourriture et autres, avant de me lancer dans voilà, les petits marchés et autres. Bon, c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé, hein, j'ai eu aucun problème, on va dire, gastrique, si ce n'est le piment, hein, voilà. Et donc, bah, dans les tout premiers restos que j'ai pu faire, il y en avait un qui s'appelait Pet. Et il avait une devanture rouge et tout, puis je me dis, bah, ça a l'air top, ça, comme resto, on va y aller. Et j'ai appris bien plus tard, j'ai appris justement lors de mes cours de thaï que pet, ça voulait dire piment en Oh, thaïlandais. la fa- En fait, le resto s'appelait Piment, et en fait, bah, ouais, il était spécialisé dans le piment. Et effectivement, je dois dire que je m'en souviens encore, que ça m'a marqué. Genre 3 ans, 4 ans après, j'en fais des cauchemars. Et du coup, sachez qu'aussi en Thaïlande, si quelqu'un vous dit pet dai, il faut dire non. Voilà, faut pas. Parce que bon, parfois j'ai essayé de jouer, tu vois, je me disais, vas-y, on va le tenter, on va dire oui, oui, vas-y, pète, Non, vas-y, non. piment. Et je regrettais tout le temps, je regrettais tout le temps. Donc on est arrivé au moment où je me disais tout le temps non, voilà, voilà. Et même en me disant non, de toute façon, c'est quand même épicé en vrai. Ouais, ouais, Donc bon, donc ça c'était très très drôle sur le piment. ouais. Sur les fruits, alors pareil, les fruits en Thaïlande, c'est pas exactement les mêmes qu'ici. Alors il y a les trucs assez connus, il y a le durian, voilà, je sais pas si vous connaissez le durian, enfin, je sais pas si Tony, t'as déjà eu l'occasion de goûter du Non, durian. mais moi je sais c'est quoi le durian, mais tu peux expliquer pour les personnes à mon avis Le qui durian, connaissent c'est pas un forcément fruit le durian. qui est assez exotique. Quand vous le voyez la première fois, vous dites wow, Très c'est très. incroyable, c'est un fruit du démon. Je sais pas si vous connaissez One Piece, mais voilà, ça a une forme mais complètement folle avec des épines un peu partout. C'est assez grand. Ça, On se ça dit, fait à mais. peu près la taille entre. Ça varie entre un melon Et une et une pastèque pastèque. facile, hein, une Ouais, bonne pastèque, hein. ouais. Sauf qu'au lieu que ce soit lisse, bien comme tout, c'est dangereux. T'as Exactement. des Il y a une pics. espèce de coque Ouais. autour avec des pics. Non, mais en plus, tu sais que le métier d'agriculteur de durian, c'est l'un des métiers les mieux payés en Asie. Parce que c'est tellement Bah, c'est dangereux en très fait demandé. que c'est. Ah ouais, si ça tombe sur ta tête, je pense que t'es Ah ouais, KO. Je pense ouais, que le truc, il est costaud. C'est une coque, hein. ouais. En fait, tu manges la chair du fruit, mais il est protégé dans une coque. Et c'est du solide, hein. Bon, c'est pas de la noix de coco, mais on Ouais, n'est pas loin, et quoi. le truc, vraiment, le fruit en lui-même, il pèse 2 voire 3 kilos parfois. C'est un beau bébé. Ah non, le durian, c'est toute une histoire. Alors bon, le fruit tel quel, il est très joli de l'extérieur, voilà, quand il est encore dans sa coque, on se doute de rien. Alors en fait, normalement, vous avez déjà des petites infos, parce que quand vous prenez le métro à Bangkok, il y a un petit panneau qui vous dit tous les interdits du métro. On va retrouver des trucs assez classiques, pas le droit de ramener des armes à feu, des ciseaux,
des conneries comme ça, vous voyez, les trucs qui sont interdits qui paraissent totalement normales. Et puis là, vous voyez un interdit avec un rond rouge avec barré dedans, un durian. Et moi, c'est que la première fois, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, mais je comprends pas, genre, pourquoi j'ai pas le droit de ramener ce fruit dans le métro voilà, j'ai pas tout de suite compris. C'est quand on est devant le fruit et que quelqu'un l'ouvre qu'on comprend. En fait, le durian, il faut savoir que c'est une odeur particulière qui, certains diraient de décomposition, de chair humaine, de ce que vous voulez. Voilà, moi je vais le dire autrement, voilà, ça pue. Le durian. Ça sent fort. Ça sent fort. Donc voilà, c'est un fruit particulier voilà, qui a une odeur. Une forte odeur. Voilà. À faire sortir les morts de leur tombe. J'ai Pour pas les vu pour en personnes qui parler. sont pas habituées. Voilà, tout à fait. Au goût, écoutez, moi j'ai pas été tant que ça charmé par le durian. Alors je sais pas, c'est peut-être l'odeur qui a fait que j'y arrivais pas. Voilà, c'est une texture un peu, c'est une mangue un peu mûre, vous voyez. C'est un peu cette texture-là, puis bah voilà, c'est un... En tout cas, ils en raffolent en Thaïlande, ils font plein Tu de sais trucs qu'à avec chaque du fois qu'on durian. me demande de décrire le goût du durian, je sais pas comment le décrire. Vraiment. Je Mais en sais. fait, mais. Non, mais en plus, j'aime bien ça, tu vois. J'aime vraiment Ah ouais le durian et tout. Je comprends que. Je comprends. Enfin. Non, personnellement, je comprends pas que ça dégoûte, mais vu que je vois tout le monde être dégoûté, donc bon, je comprends que Oui, ça tu te dégoûte. dis que... Voilà. Ouais. Voilà. Mais en fait, je sais pas, c'est ma mère qui me l'a fait goûter quand j'étais vraiment très très petit, donc je suis habitué depuis que je suis tout petit aux fruits. Mais je saurais pas le décrire. Vraiment. Donc t'as dit, ça avait le goût. Toi, comment tu le décris? Moi, ça m'a un peu fait penser à de la mangue, mais un peu, tu vois, un peu mûr. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué, bah, c'est particulier, quoi. C'est du durian, quoi. C'est justement, c'est ça qui fait que le fruit est apprécié, c'est qu'il a un goût particulier, une texture un peu, voilà, sur laquelle on n'a pas l'habitude, et du coup, bah, les Thaïlandais en raffolent. Hmm. Alors effectivement, moi, j'ai pas trop accroché. Euh, mais bon, c'était très drôle de le voir partout, en fait. Donc, on trouve le durian en tant que fruit. Pour vous allez retrouver le fruit, il est vendu un peu partout. Alors quand il est vendu, ils font très attention, il est enveloppé dans du plastique, hein, ils ne le laissent pas à l'air libre, parce que bah, comme je vous le disais, il dégage une odeur un peu particulière. On va le retrouver dans des glaces, c'est incroyable le nombre de glaces que j'ai trouvé au durian, dans des milkshakes, enfin sous toutes ses formes, ils vont le faire frire, ils vont faire des beignets, enfin On voilà. va faire des hot pots. Ah non mais limite, alors j'ai pas eu de hot pot durian, mais ça m'aurait pas étonné, quoi. Déjà vu. Déjà vu Ah, aussi. ah bah c'est une Des, saveur en des tout cas, gâteaux voilà, aussi. Ouais, Des les gâteaux gâteaux, tout à d'anniversaire. fait. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. Alors dans les autres trucs marrants, tiens, on va rester sur les fruits. Euh, donc comme je vous le disais, en Thaïlande, vous trouvez pas mal de petits stands, voilà, des gens qui viennent, qui ont une espèce de roulotte et qui vendent leurs produits, un peu comme les marchands de glace ici chez nous, mais là-bas, c'est pas que des glaces. Et dans l'université, il y avait un vendeur de fruits, alors, un vendeur de pommes. Donc je dis pommes avec des guillemets en fait, je vous explique, il vendait des fruits déjà coupés, en forme comme des quartiers de pommes, vert dehors, blanc acidulé à l'intérieur, et effectivement ça avait le croquant de la pomme, c'est acidulé comme une pomme. Ils vendaient ça avec une petite sauce, c'était très drôle, la sauce c'était du piment et du sucre. Donc je trouvais ça assez drôle en fait, là-bas ce fruit il mange ça avec du piment et du sucre. Et donc bah, voilà, c'est coupé dans un petit sachet avec la petite sauce, et bah du coup moi les matins j'aimais bien aller me prendre voilà, quelques petites pommes déjà coupées que je mangeais. Alors comme je vous l'ai dit, je dis pommes avec des guillemets parce qu'en fait bah voilà, j'ai appris que c'était pas des pommes. J'ai appris qu'en fait, ce que je mangeais, c'était des mangues. Ah oui, Alors, oui. on peut se dire, comment t'as pu confondre une mangue avec une pomme? Bah, il s'avère qu'en Thaïlande, les mangues, c'est pas... Alors, il y a les mangues comme chez nous, vous voyez, les mangues qui sont vertes, rouges, et à l'intérieur, c'est jaune. Là-bas, en fait, c'est des mangues qui sont... Alors, je sais pas si elles sont pas mûres, je sais pas pourquoi, mais elles sont Elles sont, vertes. elles sont pas encore mûres. Ouais, elles sont Elles pas sont encore mûres. très jeunes. Ouais. Et en fait, elles sont croquantes, vous voyez, elles sont... Mm. C'est comme une pomme granny. Pour moi, c'était une pomme granny, c'est le goût que j'avais, quoi. Et voilà, bah du coup j'ai appris ça, je me suis senti bête, pendant un mois je pensais que je mangeais des pommes, pas du tout, j'étais à la mangue. Donc voilà, c'est... Du coup je vous le conseille, hein, si jamais vous voyez Ouais. un stand qui ressemble à ça, vous pouvez le faire, parce que vous allez voir, vous avez l'impression de manger des pommes, mais en fait pas Mais du il y tout, avait, c'est des mangues. il y avait des vendeurs qui faisaient une espèce de truc très très bizarre en Asie. Ils faisaient pousser, je crois que c'était des pommes, mais je suis pas sûr. C'était peut-être des prunes ou des poires. Et en fait, quand le fruit il commençait à se développer dans l'arbre, ils piégeaient ça dans une espèce de moule Voilà, pour pour donner une que, forme.
Ouais, mais c'était tellement chelou. Il donnait ça une forme de visage de bébé qui faisait Ah, j'avoue que peur. c'est un peu C'était. gore ça. Ah ouais, non, mais c'était horrible. Tu voyais ça dans les supermarchés et tout, tu disais, mais qu'est-ce que Qui c'est que c'est qui cette prend ça, quoi? abomination? Ouais. Enfin voilà, c'est leurs espèces de machin marketing en Chine, mais vraiment, ça faisait plus peur qu'autre chose. Voilà. Et ils faisaient Bon, ça un peu avec tout, en fait, ils faisaient ça avec des pommes, ils faisaient ça avec des ouais, melons bah, c'est un aussi. peu comme au Japon, ils font des moments carrés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben en Chine, pareil. C'est les lobbies des fruitiers là-bas. Ouais. Mais oui, Donc, les ouais. pommes et les mangues. Euh... Alors, la bouffe, on en a parlé. Ouais, tout à fait. Ouais. Sur quoi on peut. Les gens, du coup. T'étais parti un peu là-dessus tout à l'heure. Ouais, alors, bah, du coup, les gens, ils sont extrêmement sympas, hein. Ils sont là pour t'aider. Alors, déjà, en Thaïlande, c'est un pays qui est assez touristique, donc du coup, ils vont pas mal parler anglais. Généralement, on n'est jamais vraiment perdu. On va toujours trouver quelqu'un qui baragouine quelques mots d'anglais. On va pouvoir s'en sortir. Et alors, quand ils se rendent compte que toi, tu parles un tout petit peu thaïlandais, voilà, c'est magnifique. Ils s'ouvrent à toi parce qu'ils sont très contents que tu t'intéresses un peu, bah voilà, que tu ne sois pas juste un touriste qui soit là, qui vienne de passage et autres. Et donc bah ça te permet tout de suite de faire des rencontres très très sympas, des gens qui vont parler un peu de ce qu'ils font, qui vont te faire découvrir des endroits que tu n'aurais pas forcément vus, qui vont te faire des petits détours. Tu as pas mal de tours organisés. Et alors moi j'avais de la chance, c'est que les tours organisés, je les faisais pas. Alors tu as les tours organisés que tu prends quand tu es touriste, la brochure et autres. Moi je les faisais avec mes amis thaïlandais. Donc le problème qu'il y avait, c'est que du coup les tours étaient en thaïlandais. Quand on fait le tour organisé classique, ils prennent toujours quelqu'un qui parle anglais, le guide il va parler anglais. Moi j'étais qu'avec des thaïlandais où le guide parlait en thaïlandais, mais du coup mes amis me traduisaient. Et du coup j'étais un peu chouchouté dans le sens où bah, du coup j'étais pas thaïlandais, donc tout le monde me regardait et autres. Et ça c'était très très sympa, parce que du coup les guides étaient ultra sympas, même si on pouvait pas communiquer, mais voilà quoi, il me montrait des trucs, on faisait des petits détours et autres, et ça c'est beaucoup plus sympa quoi. Ces tours là, un peu, enfin pas vraiment cachés, mais on va dire plutôt pour les locaux, je les trouvais beaucoup plus sympas que les tours que j'ai pu faire sinon après en mode touristique. Qui sont là, c'est vraiment des tours touristiques, on va là-bas, on prend un bateau, on va là-bas, on prend une photo, on repart. Alors que là non, c'est voilà, regardez, alors ils ont une fascination pour les éléphants. C'est incroyable, et ils montraient tous les éléphants qu'on pouvait voir dans les paysages. Donc une île au loin, ça ressemblait à un éléphant endormi. Il y avait une petite pierre ici où quand on regardait comme ça, sur ce côté-là, ça faisait un éléphant. Et ça, c'était mais incroyable quoi. C'est le nombre d'éléphants que j'ai pu voir en Thaïlande. Alors des vrais éléphants bien évidemment, mais plutôt on va dire voilà des éléphants, alors des statues d'éléphants aussi, mais comment dire, des pierres, des amas de roc dans la nature en forme d'éléphant. D'accord, Donc ok. ça c'était cool. Euh, alors, En faisant aussi l'amalgame et pour prévenir les gens que. Je sais pas si toi, les éléphants que tu voyais, c'était des éléphants qui étaient en refuge, bien traités. Mais si vous êtes en Asie, faites quand même gaffe. Évitez maintenant comment on dit, de soutenir le tourisme d'éléphants où on te propose de faire un tour sur un dos ouais, d'éléphant. tout à fait. Alors, j'ai pas fait Vraiment, de tour ça, sur de dos c'est. d'éléphants. Il faut éviter de faire ça, bien évidemment. Ouais, Les éléphants sont ultra maltraités. ouais. Par contre, il y a plein de centres de réhabilitation d'éléphants qui prennent soin d'éléphants comme ça, qui justement étaient maltraités, qui maintenant sont trop vieux, et qui se retrouvent dans ces centres-là, où là, vous pouvez y aller, vous occuper d'éléphants, les nourrir, les nettoyer. Ça se fait beaucoup en Thaïlande. Mm. Pareil, si on reste dans les petits trucs comme ça qu'il faut éviter, c'est notamment les Tiger Temples, les temples Les de quoi? tigres. Les Tiger Temples, c'est des temples où vous allez pouvoir prendre des photos avec des tigres. Là aussi, à éviter, à Oh, proscrire. l'horreur. Ils Ouais. droguent des tigres pour que tu puisses te mettre à côté et prendre des photos. Non, faut pas encourager ça. Faut éviter ça. Mm. Je vous conseille plutôt les parcs naturels. Si vous voulez voir des animaux, ils sont en état sauvage, c'est beaucoup plus rocambolesque. Et il y en a en Thaïlande. Ah, il y en a un paquet des parcs D'accord. naturels. Je pense que je finirai là-dessus. Je vous raconterai une petite aventure sur un parc naturel. Euh, c'est un peu le truc un peu exotique que j'ai pu faire. C'est un peu fou. Ouais. Euh, non, bah rapidement, si je parle des grandes villes de Thaïlande, donc comme je disais, Bangkok, c'est particulier, hein. C'est une mégalopole complètement folle. C'est ultra luxueux. Mais d'un autre côté, on va avoir des gratte-ciel, mais à la pointe de la technologie, et juste en bas, c'est vraiment être bidonville entre deux rues.
Mais voilà, mais là-bas, tout le monde est intégré là-dedans. Tu vas voir les gens qui sortent en costume, qui vont s'asseoir sur des petites chaises en bas pour prendre leur déj. Enfin, c'est incroyable de voir. C'est pas des trucs que tu verras à Paris, en France en tout cas. Euh, donc ouais, Bangkok, c'est très très sympa. Je vous conseille Chiang Mai, dans le nord, qui est la seconde ville de Thaïlande. Une ville qui est remplie de temples. Je crois qu'il y a une concentration de temples complètement folle. La ville n'est pas très très grande, mais je sais pas, voilà, tous les 10 mètres, il y a un temple. Très très sympa, l'ambiance est complètement différente, c'est entouré de montagnes, c'est très bien pour faire des treks si vous êtes fan de ça, vous allez trouver votre plaisir là-bas, il fait beaucoup moins chaud, il fait un peu plus humide, on est vraiment dans là c'est vraiment la jungle tropicale et autres, se balader entre les lianes etc. À trouver des temples perdus au milieu de nulle part, c'est un peu incroyable, c'était vraiment très très sympa. Sinon bien évidemment il y a le sud, Phuket, Krabi, Koh Lanta. Alors Koh Lanta, attention, hein, c'est pas comme à la télé, hein, c'est habité Koh Lanta. Koh Lanta, c'est une presqu'île, c'est un territoire qui est assez grand. Il faut savoir que donc, le nord de Koh Lanta, c'est habité, il y a tout un village, alors c'est pas un... On va retrouver des gratte-ciel ou des trucs comme ça, il n'y a pas de McDonald's, des trucs comme ça, mais vous voyez, c'est quand même, il y a toute une activité et autres. À l'inverse, tout le sud de Koh Lanta, c'est un parc naturel protégé. Donc voilà, donc je sais pas où se passe l'émission Koh Lanta, hein. Il change souvent, hein, mais je pense que la première, La toute première, voilà, la toute je première pense que c'était à édition, Koh Lanta. c'était... voilà, ouais. Et on s'amuse bien. Dans le parc naturel, vous pouvez vous balader, vous pouvez louer un canoë, puis vous balader dans la mangrove. Ça, c'est très très drôle. Alors, moi, je me suis perdu dans la mangrove et je me suis retrouvé dérivé dans l'océan. Je sais pas que j'ai un peu flippé. En fait, voilà, il s'avère que, bon, donc Koh Lanta, c'est une presqu'île, donc il y a l'océan qui est juste là, et donc quand vous suivez la rivière, bah, elle jette dans l'océan, et puis bah, si vous faites pas attention, vous pouvez être emporté par le courant, et du coup, faut ramer. Alors bon, en soi, c'était plus fatigant qu'autre chose, parce que bah, du coup, voilà, vous prenez 2 secondes, vous arrivez à l'océan, vous voyez que c'est magnifique, vous sortez votre appareil photo, vous prenez 2-3 photos, et là, vous vous rendez compte que bam, bah, vous avez pris 50 mètres dans les dents et que vous êtes éloigné de la côte, quoi. Et donc, il va falloir ramener pour revenir. Donc voilà, c'était une petite frayeur, mais bon, ça s'est bien passé, on s'en soucie, à part, voilà, il a fallu juste 2-3 coups de rame, mais on s'en est sorti. À Koh Lanta, il y a eu des trucs assez fous, il y a des petites bars qui sont cachées au milieu de la jungle, qui font des soirées un peu bizarres. Alors, une des soirées les plus connues en Thaïlande, c'est ce qu'on appelait la Full Moon Party. J'ai pas eu l'occasion de m'y rendre, mais ça c'est fou. Alors, je sais pas si je vous le conseille ou pas, parce qu'en fait on me dit souvent que c'est rempli de touristes en fait, et que finalement c'est essentiellement des Australiens, parce que l'Australie est très proche, qui vont venir ici, et que c'est un peu perdu de son charme initial. Il n'en reste pas moins que si vous êtes accro et que vous aimez beaucoup les soirées, normalement vous allez quand même vous amuser lors des Full Moon Party. Mais moi j'ai eu l'occasion de faire une Black Moon Party à Koh Lanta. Qu'est-ce qu'une Black Moon Party? Bah, c'est l'inverse, c'est pas quand on est à la pleine lune, c'est quand on a presque pas de lune, quand elle est la plus petite possible. Et donc ils avaient organisé ça dans un bar au milieu de la jungle, alors mais c'était complètement fou quoi. Il y avait des danseurs de feu, il y avait pas beaucoup de monde parce que bah, c'est vrai que c'est un peu perdu. Puis il y avait des dégustations de trucs complètement étranges. J'ai pu voir de la cervelle de singe, c'était un peu étrange, j'ai pas essayé. Il y avait du sang de serpent, Attends, est-ce de que l'alcool c'était de présenté comme dans le film Indiana Jones 2 où vraiment t'avais la tête Non, c'était du dégueu, singe? c'était dans un Tupperware. Genre, c'est le pire truc que tu peux imaginer. Genre, le gars, quand il nous a dit Monkey Brain, on était là, ouais, non, ça tu dégages ça. Dans un Tupperware. Faut pas imaginer un cerveau dans un truc de formol, dans un truc en verlan, dans que dalle, que dalle. C'est une espèce de mixture bizarre qui est trempée dans je sais pas quoi, dans un vieux Tupperware. Voilà, quand je vous dis que c'est un peu. C'est exotique, c'est exotique. Mais ça, du coup, il donne ça en tant que dessert ou en tant que plat? C'était plutôt en temps apéritif, on va dire. C'est plutôt au milieu de la nuit. Enfin, je veux dire apéritif. J'en sais rien, quoi. C'est comme des cacahuètes, quoi. Enfin, t'as tablé au bar, il propose ça, quoi. Je sais pas, c'est le truc du patron. Donc voilà, donc ça on a passé. Ouais. Mais bon, ça c'était. Si vous voulez, vous pouvez essayer. C'est un truc, je me sentais pas, voilà, je me sentais pas d'attaque. Cervelle de singe, non. T'as essayé les insectes? J'ai essayé les insectes, tout à fait, ouais. Pas mal d'insectes, ils mangent beaucoup d'insectes en Thaïlande. Ah, mais c'est tellement stylé. Je m'en fiche de ce que vous pensez. Les insectes, c'est le futur. Et goûtez des grillons.
Ouais, c'est ça. Les grillons, c'est safe. Les Ouais. grillons, c'est une valeur sûre. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est des J'ai fait chips. scorpion. C'est pas un C'est un insecte, mais bon, arrière-goût c'est un assez peu proche. amer à la fin. Le scorpion, c'est. Écoute, Scorpion et araignée, moi j'ai pas trop aimé. j'ai pas essayé araignée. J'ai pas essayé araignée. J'ai pas essayé C'est le serpent. même Il y goût. avait aussi serpent, serpent grillé. J'ai pas essayé. D'accord. Mais ouais, tu trouves ça. Ouais, c'est assez sympa. Euh, Les vers à soie aussi. Ouais, j'ai pas essayé. J'ai pas Ah, essayé les mais vers à ça. ah, Alors, dommage, putain. il y a les vers de cocotier, là, l'espèce de gros vers que vous voyez dans koh. Ouais. Ceux-là, j'aurais bien essayé, vous voyez. Mais j'en ai pas trouvé. Bon, je dis ça parce que là, c'est bon, je sais que ça va pas arriver. En vrai, est-ce que si on m'avait présenté un verre de cocotier, je l'aurais mangé? Je vous garantis pas. Mais n'empêche que ça semblait marrant quand même. Quand on voit ça à la télé, voilà. Donc, mais ça, j'ai pas été confronté à un verre de cocotier ou un truc comme ça. Donc ça allait. Mm. Donc ouais, koh très très sympa, si vous avez l'occasion de vous rendre. Alors il y a quoi? Il y a Koh Phi Phi qui est très très sympa, qui est très très connu, qui est dans pas mal de films. C'est une espèce de plage magnifique, c'est une petite île. Alors il y a beaucoup de touristes quand vous allez là-bas. On sent que c'est, par exemple, les prix sont doublés là-bas, tout est doublé. Mais bon, je me dis d'un côté, c'est une petite île au milieu de nulle part, forcément, tout arrive, donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était Koh Rock, si je dis pas de bêtises. Et puis il y avait aussi la cave d'Émeraude. Alors la cave d'Émeraude, qu'est-ce que c'est? C'est une petite île perdue. C'est un espèce de gros rocher. Donc quand on s'approche, on se dit, bah, il n'y a rien là, c'est qu'un rocher, on peut pas accoster, on peut rien faire. Et en fait, il y a une petite cave avec une espèce de lumière verte. Et en fait, on va pouvoir aller nager et rentrer dans la cave. Donc en nageant, vous avez pas pied. Et en fait, on ressort et on arrive au milieu de l'île. Et au milieu de l'île, il y a une plage cachée, quoi. Enfin, genre entourée de rochers où on voit juste tout en haut le ciel. Et avec la plage, le sable, un peu de végétation et l'eau qui arrive. Mais ça, c'était incroyable. Quand je suis arrivé là, je suis en train de me dire, mais c'est un paradis sur Terre, ce truc-là. Donc ouais, ça c'était vraiment cool. Donc en Thaïlande, le sud de la Thaïlande, il y a pas mal de petites îles. Ça sert à rien. Phuket, c'est très très sympa, c'est très très joli, mais je vous conseille de plutôt vous éloigner, essayer de trouver des petites îles et autres, parce que bah c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus exotique. Vous n'allez pas être parmi un milliard de touristes et autres. Vous allez découvrir bah, voilà, des trucs, des joyaux, des trucs magnifiques, quoi. Mm. Tout ce qui est plongée sous-marine et autres aussi, il y a de quoi faire, hein. Dans les trucs de plongée les plus drôles qu'on a pu avoir, alors j'ai deux petites anecdotes. La première, donc on était parti avec un bateau pour faire un stand de plongée. Et donc il nous explique, alors il y a pas mal de tout ce qui est. Il y a des coraux en Thaïlande et il nous explique, attention, il faut les préserver, faut pas marcher dessus, faut pas les toucher, etc. Et arrive le moment des questions-réponses, et la première question qui sort, c'est est-ce qu'il y a des méduses? Et le type dit non, il n'y en a pas. Alors, donc vous en doutez, vous le sentez venir, on se met à l'eau, et sur quoi on tombe? Une méduse, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. D'une taille, mais improbable, quoi. Enfin, c'est pas les petites méduses que vous voyez en mer Méditerranée, quoi. C'était un monstre, quoi. C'était un monstre. Alors, le premier avantage, c'est qu'on pouvait pas la rater. Elle était tellement grande et elle se déplaçait tout doucement. Donc, finalement, c'était assez facile de l'éviter. Mais c'était très drôle parce que 10 minutes avant, on avait dit est-ce qu'il y a des méduses? Et le gars avait dit non, il y en a pas. et ouais, on était tous morts de rire. Bon, bah voilà, ça c'était très drôle. Et dans les autres trucs très drôles que j'ai pu faire en plongée sous-marine, alors c'était pas vraiment de la plongée sous-marine, c'était plutôt juste de la nage. C'est nager dans du plancton fluorescent. Donc ça c'est très très sympa. Alors ça se fait de nuit. C'est pas du tout rassurant parce qu'en fait c'était un stand où le matin on avait plongé pour aller voir des requins. Alors des requins, c'est des tout petits requins qui sont là le matin et le soir on y retourne et le gars nous dit bah, allez-y plongez. Sauf que là, vous voyez l'eau, alors le matin il fait jour, on voit tout, on voit l'eau, elle est cristal claire, on voit tout ce qu'il faut, quoi, il n'y a pas de souci. Le soir il fait nuit, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, tu es sur un bateau au milieu de nulle part, tu vois rien, quoi. Tu vois une étendue noire comme ça, et le gars te dit plonge, et toi tu te sens juste que le matin il y avait des requins, quoi. Donc t'es là, ouais, peut-être pas, je sais pas, je suis bien sur le bateau. Tu te dis vas-y, t'inquiète. Et effectivement, quand tu plonges, d'un coup ça s'illumine. Et en fait, bah, il y a des planctons fluorescents. Et ce qui se passe, c'est que bah, dès que tu fais un mouvement dans l'eau, là où tu vas faire un mouvement, il va y avoir une traînée de lumière. Donc bah ça, c'était
C'était ultra impressionnant, enfin c'était magique quoi de voir ça. Dès que tu faisais un mouvement de bras ou autre, bam, ça faisait une petite traînée de lumière, un petit pchouch comme ça. Et voilà, c'est une super expérience que j'ai pu faire, euh, qui m'avait pas mal plu. Donc ouais, si vous aimez aussi tout ce qui est plongée sous-marine, il y a de quoi faire. Bon, je vais finir par une dernière anecdote qui va un peu regrouper un peu tout ce que j'ai pu vivre en Thaïlande. C'était un truc un peu fou. C'était ma sortie du coup au parc naturel de Khao Hai. Alors, je m'excuse si je le prononce pas bien. Voilà, c'est un grand parc naturel qui est pas très loin de Bangkok. Bon, pas très loin tout relatif, hein, c'est genre 3-4 heures, mais bon. Puis je vais vous parler de ce qui s'est passé sur ce parc, parce que c'était assez rocambolesque, le trajet, le voyage, enfin tout. Alors voilà, c'était avec mes amis étudiants. On s'est dit, bah voilà, on irait bien se faire un parc naturel, parce qu'effectivement, quand on voulait voir des animaux, le plus cool, c'est d'essayer d'aller les voir dans des parcs voilà, à l'état sauvage. Alors, le gros souci, c'est que généralement, il faut passer la nuit dans le parc, sachant que c'est un parc naturel où il n'y a rien, c'est dormir dans une tente au milieu de nulle part. C'est un peu compliqué, mais voilà, si vous voulez voir des éléphants sauvages, c'est le meilleur moyen. C'est d'aller dans un grand parc naturel et d'y passer la nuit. Toujours est-il que là, nous, c'était pas l'objectif, c'était juste d'y aller pendant la journée et de découvrir ce qu'il y avait. Et donc on s'est dit, comment on y va. Comme je vous le disais, nous on était en banlieue de Bangkok. Et en fait, on était déjà assez proche du parc. C'était beaucoup plus long d'aller sur Bangkok pour prendre un minivan pour aller au parc que d'y aller directement de notre université. Dans notre université, on a un train qui passe, comme je vous le disais. Alors c'est un vieux chemin de fer. Mais du coup, on s'est dit, pourquoi pas prendre le train. Ça paraît nickel, la station elle n'a pas l'air très très loin pour aller au parc, ça va être facile. Quelle erreur, quelle erreur. Donc effectivement, sur la carte, ça paraissait pas très loin. Sauf qu'en fait, le trajet était très très long. Je crois qu'on a dû mettre 2-3 heures, alors que c'était pas grand chose niveau kilomètres. Hein. Peut-être je sais pas moi, 150 km, un truc comme ça. Euh, et en plus, donc c'est un vieux train, puis la gare où on devait descendre, c'était une gare où en fait il y avait pas grand chose, quoi. C'est pas du tout touristique. Cette ligne de chemin de fer, en fait, elle n'est pas du tout utilisée par des touristes ou autres. Donc en fait, elle nous a déposé sur une gare où autour, il y avait rien. Voilà, donc on était là, il était 21h, la nuit commençait à tomber, puis on était sur une gare où il n'y avait rien. Alors on avait pris un hôtel qui était pas loin du parc, mais du coup l'hôtel était encore loin parce que il était vraiment proche du parc. La gare elle n'est pas exactement dans le parc, hein, c'est un parc naturel, donc la gare elle est quand même pas mal éloignée. Et donc on se retrouve là, au milieu d'une gare, autour il n'y a absolument rien. Il est 21h, il fait nuit, il n'y a plus d'autre train qui va passer. Et on est là en train de dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et on a eu de la chance, on a trouvé un couple de Thaïs, c'était des personnes âgées qui parlaient pas du tout anglais, mais qui nous ont vus et qui ont compris qu'on n'était pas bien. Et qui nous ont dit, asseyez-vous là, attendez, on va essayer de faire quelque chose. Donc on pouvait pas communiquer avec eux. Mais en fait, ils sont partis, ils ont appelé quelqu'un. Ils ont appelé une personne Thaï qui parlait anglais. Donc du coup, nous, on a pu parler à la personne pour l'expliquer, on est venu de cette université, on cherche à joindre au parc naturel, on a pris un hôtel à l'entrée du parc. Mais du coup, on pensait que la gare était plus proche, on ne pensait pas que c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a fait, attendez, je vais appeler l'hôtel, je vais voir ce qu'ils peuvent faire. Donc ils ont appelé l'hôtel et l'hôtel a envoyé une voiture nous chercher. Donc on était en mode très très sympa. Donc on a remercié bien évidemment le couple qui nous a aidés parce que franchement, ils auraient très bien pu ne rien faire. Enfin, on les connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Hein. Enfin, donc ça, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. De même, l'hôtel, sans aucun souci, ils ont envoyé une voiture nous chercher. On n'a rien eu à payer ou à dépenser, donc là aussi, je trouve ça très très sympa. Ils étaient pas obligés de faire ça. Hein. Moi, je m'attendais à payer un taxi ou une connerie comme ça. Non, pas du tout, ils ont envoyé quelqu'un nous chercher. Alors, la petite subtilité, c'est qu'en fait, ils ont envoyé un pick-up nous chercher et qu'on s'est retrouvé à l'arrière du pick-up. Là aussi, Ouais, c'est un c'est peu stylé, quand même. particulier. C'est très drôle. Alors, il faut savoir qu'au tout début, on s'est assis sur le bord du pick-up, vous voyez, sur la remorque surélevée. Et quand il a commencé à accélérer, on s'est vite blotti à l'intérieur en mode on va arrêter de faire les débiles. Mais bon, ça c'était très très drôle. Et donc on est arrivé à l'hôtel. Et du coup, le lendemain, on a pu découvrir ce fameux parc. Alors, ce parc naturel, c'est un truc immense. Hein. Le truc, il est vraiment il est gigantesque. Il y a très peu de chemins fléchés, balisés. Il y a, généralement, tu vas, tu te débrouilles. Et normalement, c'est obligatoire d'avoir un guide. Sauf que voilà. Nous, on était des étudiants, on était fous, à l'âge fou, vous voyez, on se disait, mais un guide, on n'a pas besoin de ça. Nous, on avait une carte, une boussole, on est parti, let's go. Quelle erreur, quelle erreur. Alors, première erreur, donc on part comme ça le matin. En Thaïlande, il fait très très chaud, on est tous en short, hein, bien évidemment. Et donc, on marche dans le parc, et puis là, on croise un groupe, alors avec un guide, et il y a tout le groupe derrière.
Et on voit qu'ils ont tous des espèces de chaussettes un peu étranges. Mais c'est pas des chaussettes, tu sens que ça a été rajouté après. Une espèce de tissu bizarre au niveau de leurs jambes. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis bon, on fait pas attention, on se dit, bon, j'en sais rien. Tant pis. On continue à marcher, on continue, voilà, on suit un cours d'eau. Et là, à un moment, j'entends, Rami, il y a quelque chose sur ta jambe. Je regarde. Eh ben, il y avait des sangsues dans le parc. Et en fait, les chaussettes, elles servaient à ça. Elles servaient à se protéger des sangsues. Donc voilà, donc j'ai eu l'agréable surprise de découvrir une sangsue, remonter le long de ma jambe tout doucement, planter sa tête, et pop, se mettre en position. Voilà, donc ça c'est le genre de moment où tu te dis de pas paniquer, ne pas hurler, ne pas crier. Alors heureusement c'était un peu renseigné, on savait que les sangsues, alors faut pas les retirer telles quelles, parce que si vous les retirez et que la tête reste coincée, ça peut s'infecter, ça peut être dangereux. Il y a plusieurs solutions. Soit vous la laissez. Vous la laissez prendre le sang, et puis elle va se détacher toute seule, elle va tomber, et puis voilà, vous avez perdu un peu de sang. Vous désinfectez bien après pour voir que ça s'infecte pas trop, et bon bah voilà, faut espérer qu'elle vous transmette pas de maladie. Je suis même pas sûr que ça transmette de maladie, mais bon. Soit vous mettez du sel dessus. En fait, elles aiment pas de sel, c'est un peu comme les limaces, quoi. Ça s'aime pas trop, donc ça tombe, ça se décroche. Bon bah manque de chance, on n'avait pas de sel avec nous. Soit vous la brûlez. Et bah là j'avais de la chance, j'avais des amis fumeurs. Je leur ai dit les gars, vous sortez le briquet, vous coulez ça. Donc j'ai perdu quelques petits poils sur ma jambe, mais aucun regret, franchement aucun regret. C'était totalement worth it, quoi. Et donc voilà, donc dans les parcs naturels, quand ils vous disent guide recommandé, ouais bah je vous recommande de prendre un guide. Hein, ouais. Il y a des petits trucs comme ça, des petits tips que quand vous les avez pas, vous les apprenez puis vous regrettez un peu, quoi. Donc ouais, ce parc naturel, donc bon. Après on faisait très gaffe, hein. Après on regardait, voilà, on était à l'affût, on regardait où on marchait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les sangsues, elles sont au sol, elles attendent, tu leur marches dessus, elles s'accrochent à ta basket et elles remontent. Et elles se plantent dans ta jambe. Donc après on faisait très gaffe. Dès qu'on en voyait une sur la chaussure, bam, on la dégageait. Donc ouais, ça c'était assez drôle. Alors ce parc, il est merveilleux. C'est la jungle tropicale. Là, c'est vraiment, vous pouvez vous en donner à cœur joie, vous balader entre les fougères, les lianes, les arbres et autres. On a vu des trucs improbables. On a vu donc bon, les sangsues, ça c'était un point. On a vu des tortues, mais pas des tortues de mer, des tortues d'eau douce. Des tortues de terre. Exactement. Bien stock. On a vu pas mal de singes, notamment on a vu des gibbons. Ça c'était ultra impressionnant, des gibbons. Ça se balade en ninja. Genre comme ça, quoi, dans la nature. Alors, on n'a pas vu d'éléphant. On a vu un espèce de félin, je sais pas trop ce que c'était. Ça, heureusement, c'était quand on était en bordure de parc, près de l'autoroute. Enfin, il y a une petite route qui fait le tour du parc, et du coup, il s'est pas trop approché parce qu'on s'est dit, purée, si ça nous attaque. Alors, ça avait la taille d'un chat, mais bon, t'es jamais à l'abri que le machin, Enfin, j'en sais rien, je sais pas si c'est dangereux ou pas, mais voilà, on était content qu'il dégage. Pas mal de tout ce qui est cerf, enfin voilà, ouais, je sais pas si c'est des cerfs ou autre, mais un peu du même style. Euh, et ce qui était pas mal aussi, c'est qu'à un moment on se dit, bah écoutez, donc on arrive à la fin de la journée, il nous restait une petite heure avant de se dire, bon bah maintenant il faut qu'on reparte, parce qu'il va falloir qu'on attrape le train dans l'autre sens pour pouvoir rentrer à la fac, etc. Et on se dit, bah on va essayer de trouver une cascade. En fait, il y avait une cascade qui était perdue au milieu du parc, qui était juste indiquée sur le plan. On se dit, bon, on va essayer de trouver cette cascade. Ça a l'air nickel. Et donc on se dit, bah vas-y, roule ma poule, on se donne 1 heure pour trouver la cascade. Et donc on est parti. Donc on va comme ça, on essaie de se faire notre chemin avec la boussole. On est ultra content et tout. On est là en mode, vas-y, c'est où le nord, machin, elle est où la cascade, c'est par là, c'est par là. Puis on marche, on trouve rien. À un moment, on voit une rivière. On se dit, bah c'est nickel, on va remonter la rivière. On va tomber sur la cascade un moment. C'est logique, c'est un cours d'eau, la cascade, machin, c'est parfait. On avance. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Sur le bord de la rivière, on voit un panneau qui est complètement rouillé, à moitié tombé, tu vois, t'as un peu de mousse dessus, etc. T'as écrit quelque chose en thaïlandais, t'as quelque chose en anglais en dessous. On se rapproche un peu, c'est un peu en mode, c'est limite, t'effaces l'écriture pour voir ce qu'il y a marqué et tout. Et tu regardes, et dessus il y a marqué « Beware of crocodile ». On a mis un petit temps d'attente, tu vois, avec mes potes, on s'est regardé, on a fait qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour en cours? Ouais, on fait demi-tour en cours, ouais. On a fait demi-tour tout, on s'est mis à courir, on s'est mis à crier, tu vois, en disant ça va faire peur aux crocodiles ou quel que soit le truc, puis ça devrait aller bon.
Et donc voilà comment on a terminé cette journée dans le parc. Et je dois dire que c'était une des journées, sans doute la journée la plus marquante que j'ai eue en Thaïlande, parce qu'on est passé par toutes les émotions. T'as eu les sangsues, t'as eu après les animaux sauvages, la beauté des paysages, etc. Et après, t'as eu ce petit moment où on était là en mode aventurier à l'arche de la cascade pour finir en mode il y a des crocodiles, cours et hurle, cours, cours. Et voilà, et ça c'était mais exceptionnel quoi. Donc voilà, c'était ma petite anecdote sur ce parc naturel. Ça marche. J'ai deux dernières questions. Tu me les as Vas-y. déjà racontées, ces histoires, mais j'aimerais bien que tu me les racontes à nouveau. C'est par rapport au... Comment bien prononcer ce truc-là? Au changement de sexe, là-bas. Ouh. Alors, effectivement, donc en Thaïlande, euh, euh, ouais, alors les personnes transgenres sont beaucoup plus intégrées que chez nous. Alors il y a plusieurs histoires que je vais raconter là-dessus. Enfin non, il y en a surtout une qui m'a touché, qui me touche directement, puis après c'est plutôt la société thaïlandaise. Donc en fait là-bas, une personne transgenre, vous allez en croiser un peu partout. Et je sais pas du tout stigmatisé un peu comme dans d'autres pays ou autres, c'est-à-dire la caissière par exemple de la supérette de la fac, c'est une personne transgenre. Je sais pas, moi la pharmacienne aussi. Il y en a vraiment, enfin c'est un truc extrêmement classique. Alors il y a les... D'un côté c'est très bien, parce que du coup les personnes sont intégrées, il n'y a pas de souci de discrimination ou autre. D'un autre côté, t'as la partie un peu moins jolie de la Thaïlande, ça j'en ai pas trop parlé, mais c'est la partie on va dire tourisme sexuel, il faut savoir que ça existe en Thaïlande. Bon ça existe dans plein d'autres pays, mais bon, en Thaïlande c'est aussi le cas. Et donc malheureusement souvent il y a aussi pas mal de sujets là-dessus. Mais ce dont je vais vous partager avec vous, c'est plutôt une histoire assez drôle. Donc comme je vous le disais, IIT c'est une université internationale. Juste à côté on a Thammasat qui est une des plus grandes universités de Thaïlande. Donc ça faisait vraiment un campus mais monstrueux. Et à Thammasat j'avais trois amis, trois filles. Donc il y avait Bim, Papoum et Bin. Et, euh, et donc voilà, donc c'est trois filles qui prenaient des cours de français. Et donc on s'était rencontrés, je sais plus comment on s'était rencontrés, je crois que j'avais une amie thaï qui les connaissait, et donc quand elle avait appris qu'elle était dans ma fac, hein, qui était à Genève Institut de Technologie, quand elle a appris que j'étais français, elle me les avait fait rencontrer parce que du coup elles étudiaient le français. Et donc du coup on prenait beaucoup de plaisir, elle a parlé un peu en français, moi je parlais en français, alors ça aussi, hein, ça me manquait. Hein. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que ça me manquait pas mal la France au bout d'un moment. Tout ce qui est nourriture, mais aussi tout ce qui est parler. Quand j'avais une occasion de parler en français, je m'arrêtais plus. Je ne m'arrêtais plus de parler français. Et donc j'étais très content de parler avec elle en français. Alors bon, c'est des trucs assez simples, mais bon, par exemple, je laissais en train de lire Le Petit Prince. Moi j'étais très content, on lisait Le Petit Prince, je leur expliquais les machins et autres. C'est une grosse fête. Et, euh, et donc j'ai fait très pote avec ces trois filles. Et, euh, et un jour, j'étais avec ces trois filles, puis j'étais avec d'autres potes à moi. Puis on se baladait. Puis là j'ai un de mes potes qui me dit mais dis-moi cette fille-là, c'est pas un garçon? Et là je me pose, je regarde et puis je fais mais oui. Mais oui, comment j'ai pas pu voir ça? Comment j'ai pas pu voir ça? Et donc effectivement, parmi ces trois filles, il y avait une ladyboy. Et en fait, elles sont totalement intégrées. Enfin, pour moi, c'était... il faut savoir que là-bas, il y a des uniformes à Thammasat. Donc elle avait un uniforme de fille et autres. Enfin, et du coup, ça m'avait pas du tout marqué. Et donc ça faisait genre 3 mois que je m'étais rendu compte de rien. Euh, donc ouais, comme quoi, comme quoi les apparences sont trompeuses. Euh, Voilà, alors effectivement, en y repensant, il y avait quelques petits trucs qui devaient me mettre la puce à l'oreille. Par exemple, elle n'était pas dans le dortoir. Il faut savoir qu'en Thaïlande, dans l'université thaïlandaise, il y a des dortoirs. Alors c'est pas comme chez nous, parce que l'Asian Institute of Technology, en fait, c'est une université asiatique. Et du coup, il y a de la mixité dans les dortoirs. Dans les universités thaïlandaises, il y a une vraie séparation entre dortoirs hommes et femmes. Et elle, du coup, elle était à l'extérieur de l'université. D'accord. Ça m'avait pas marqué en fait, mais c'est vrai qu'en y repensant, les deux autres allaient au dortoir, femme quoi, et elle allait dans son appart à l'extérieur de l'université. Et je ne m'étais pas posé la question, mais pourquoi elle est à l'extérieur de l'université? Et donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, ouais, les apparences peuvent être trompeuses. Vu que, en fait, ouais, c'est difficile de faire la différence.
Alors on dit souvent de regarder la pomme d'Adam, moi je vous avoue que je suis pas très très habile pour faire attention à ce truc-là, mais voilà, ce qui paraît c'est une valeur sûre. Et donc voilà, c'était une petite anecdote sur ce sujet-là. Et on rappelle que c'est une très bonne chose que du coup, c'est des personnes qui ont envie de changer de sexe ou pour Tout à fait. être à nouveau eux-mêmes. Ça fait du bien qu'il y ait un endroit comme la Thaïlande qui soit aussi ouvert d'esprit et aussi bienveillant par rapport à ça et très bien équipé en termes de chirurgie pour faire ça également. Pour faire les transformations. Je crois que c'est le premier pays au monde qui est spécialisé dans ça. Enfin, le pays le plus spécialisé dans la transformation chirurgicale. Peut-être le Brésil, je sais pas. Bon, voilà, quoi, c'est... Dans l'imaginaire commun, j'imagine qu'il y a le Brésil aussi. D'accord. Après, sinon je pense que si, c'est la Thaïlande. Voilà. Et ok. Et une dernière histoire que tu m'as racontée par rapport à des toilettes dans ton université. Alors, ouais, ça c'est ça c'est beaucoup plus gore, mais il y a pas mal de faits divers en Thaïlande assez drôles. Donc vous avez parlé, au tout début je parlais du chien du roi qui avait fait toute la polémique, et là dans l'université il y avait un fait divers des plus étranges. Comme je vous le disais, l'Asian Institute of Technology, c'est une université qui a une grande dominance agroalimentaire, et donc ils sont installés vraiment en bordure de jungle, avec un grand lac, et donc il y a toute une faune sauvage présente. Il y avait des iguanes un peu partout sur le campus, il y avait des petits lézards, des varans, des chauves-souris, enfin, voilà. Il y avait des chiens sauvages, je me suis fait courser par des chiens sauvages, des trucs improbables. Et il y avait aussi notamment des serpents. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Il y avait pas mal de serpents. Pas mal, non. Pas tant que ça, mais parfois on voyait les gardes de l'université qui ressortaient avec des serpents qu'ils avaient récupérés et qui les jetaient dehors. Et donc, il y avait un fait divers qui arrivait dans la ville de l'université. En fait, il y a quelqu'un qui allait aux toilettes, et il s'est avéré qu'il y avait un python dans sa canalisation. Et donc, le python l'a mordu là où je pense. Donc voilà, l'a mordu dans... voilà quoi. Pas d'autres mots, vous imaginez bien l'image. Et alors cette personne a fait preuve d'un courage sans borne, puisqu'en fait, du coup il a été surpris, hein. Je vous laisse imaginer, vous allez aux toilettes, sans pression, puis là-bas, un python qui vous mord. Il a attrapé la tête du python, et en fait il l'a décapité. Il a décapité le python. Alors, il y a les pompiers qui sont venus, qui l'ont sorti et autres. Je sais pas si... Je crois qu'il a eu quelques petites séquelles, je sais pas si c'est totalement remis de cet accident. Mais voilà, ça m'a un peu traumatisé dans le sens où après je n'osais plus trop aller aux toilettes, vous voyez. J'ai mis la lumière, je regardais, je tirais 2-3 fois la chasse, histoire d'être sûr. Tout ça pour dire que les serpents sont assez présents dans le pays, alors pas partout, hein, mais plutôt dans les petits villages ou autres, et que ça se faufile dans la canalisation, et que ce genre d'histoire, ça peut arriver, quoi. Donc ça c'était un peu trash. C'est une bonne manière de conclure l'histoire. Est-ce que tu vas ajouter un dernier mot pour finir l'interview ? Non, je vous invite à y aller, hein. Je vous invite à jetez-vous dans le grand bain. Franchement, il y a pas mal d'a priori qu'on a sur la Thaïlande, on attend pas mal de trucs, faut y aller, faut découvrir, faut se faire sa propre expérience. Tout ce que je vous ai dit c'est mon expérience, donc je suis pas totalement objectif, mais moi j'essaie de l'être le plus. Mais pour moi c'était que du bonheur, et voilà, et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Sans forcément rester dans les circuits touristiques et tout classiques. Ouais, tout à fait. Faut pas hésiter à découvrir par vous-même. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Rami. Y a pas de quoi. Merci. Salut. Ciao, Tony. Bye. Un grand merci à Rami d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
เข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกรากันไปแบบสบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจเรานั้นจะอยู่เรียนรู้กันไปจะทุกข์จะสุขเพียงไหนสบายสบายแม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยนไม่เห็นจะแปลกเมื่อรู้จากปากว่าคิดจะจากฉันไปก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใคร